Bonjour à tous, bienvenue pour cette quatrième interview d'Ostéobio TV. Nous recevons avec plaisir aujourd'hui un non-ostéopathe, Philippe Floriot, président de l'Association française de chiropraxie. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, vous présenter? Qui êtes-vous, votre parcours professionnel? Alors tout à fait, je suis donc chiropracteur, diplômé de l'Institut franco-européen de chiropraxie qui s'appelait à mon époque l'Institut français de chiropraxie. J'ai 22 ans de pratique, j'ai suivi un cursus normal, c'est-à-dire après le bac, je suis allé faire mes études de chiro sur Paris et donc été diplômé de cette noble institution. Puis j'ai ensuite été professeur dans cette école, professeur en technique chiropratique, en principe chiro, philosophie, histoire et clinicien aussi, pour prendre ensuite des responsabilités au sein même de l'école dans le conseil d'administration pendant à peu près 9 années et en parallèle aussi membre du conseil d'administration de l'Association française de chiropraxie maintenant, puisque les textes réglementaires nous ont donné les appellations chiropraxie et chiropracteur. Et au sein de ce CA, j'ai été élu au poste de trésorier, secrétaire et maintenant président. Et autre parcours, j'ai une formation en chiropratique du sport, ce qu'on appelle l'International Chiropractic Sport Science, un diplôme qui est délivré par la Fédération internationale de chirosportif qui est basée au Canada. Et une spécialisation aussi en pédiatrie chiropratique qui est décernée par l'International Chiropractic Pediatric Association qui est aux États-Unis. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, la formation, c'est plus du tout dans vos activités? Non, lorsque j'ai repris une activité, on va dire syndicale de président, il a été convenu que chaque membre du conseil d'administration d'une association professionnelle ne pouvait être dans une autre association et difficile de mener à bien la partie syndicale et libérale et s'il fallait aussi en plus éducative, c'est beaucoup d'heures. Très bien. Et vous êtes président depuis quelle année de l'association française? Ça fait 8 ans. Donc, 8 ans. voilà. D'accord. 8 ans bien employés? 8 ans, oui, largement bien employés à courir les diverses réunions et variées du ministère et les congrès internationaux et européens et réunions qui vont avec. Donc ça, dans le cadre de votre mission au sein de l'AFC? Tout à fait, dans le cadre de la mission AFC, j'ai une mission de représentation française. Je représente mes confrères auprès du ministère de la Santé pour tout ce qui est de l'élaboration des textes qui sont sortis en 2011 principalement et puis éventuellement la correction des textes dans l'avenir si nécessaire. Relation avec Bercy pour ce qui concerne la TVA aussi. En tant que président français, je siège aussi à l'Union européenne des chiropracteurs, donc je suis membre du conseil d'administration de cette union qui regroupe environ de mémoire 20 à 22 pays européens, donc une association par pays, qui permet en fait de voir un petit peu comment évolue la chiro au sein de l'Europe et puis de prendre des directives communes en matière de définition, déontologie et autres, avec aussi un programme de recherche intégré à cette zone-là, et la partie éducative aussi, développement des écoles. Et en tant que président français, je siège aussi une fois tous les 2 ans à une réunion internationale qui est organisée par la World Federation of Chiropractic, qui est à son siège à Toronto, où là on se retrouve à peu près à 85-90 pays membres. Et là c'est une grande réunion sur toute l'évolution de la profession, les grandes directives futures, et les grands thèmes de recherche sur un congrès biennal qui est dévolu à mettre à plat les dernières recherches sur la profession, sur les manipulations, sur les risques. C'est quand même une caractéristique, une force de la chiropraxie d'être organisée comme ça un petit peu en poupée russe avec une entité internationale, voire mondiale? C'est tout à fait vrai dans le sens où nous avons une entité internationale qui regroupe 90 pays grosso modo, où là effectivement il y a des grandes directives qui sont données au niveau de l'éducation, au niveau de la recherche, au niveau de la déontologie, du positionnement de la profession par rapport aux autres professions de santé. Et grande caractéristique de notre profession, c'est aussi d'avoir un organisme régulateur en matière de formation. C'est-à-dire que tous les collèges qui existent dans le monde, pour qu'ils soient reconnus par la profession, doivent passer sous la fourche codine de ce qu'on appelle le Chiropractic Council International of Education,
qu'on appelle le CCEI, qui lui détermine les grandes règles éducatives en matière de chiro. Donc, va donner les matières adéquates, le type de programme, les besoins réels d'une institution pour délivrer un programme de qualité. C'est subdivisé en 4 régions géographiques, avec 2 futures régions qui vont venir. On a l'Europe, avec le CCE, qui correspond en fait à toute l'Europe et qui accrédite aussi l'Afrique du Sud, puisque l'Afrique du Sud a demandé son agrément auprès de la partie européenne et non pas auprès de la partie australe. Donc vous avez l'Europe, l'Australie, le Canada et les États-Unis. Donc chaque région accrédite les collèges qui en font la demande, ce qui permet à la profession d'être relativement homogène en matière de formation. Donc, ce que moi j'appelle la formation dite minimum syndicale, à charge pour chaque collège ensuite d'ajouter sa touche personnelle et le tout bien entendu par rapport aux règles régionales, puisque le Nord-Amérique ne fonctionne pas sur le même type universitaire que l'Europe, puisque là-bas on est en quarter semester et nous on est en année universitaire. Ça permet d'adapter un petit peu tout cela. Alors l'avantage de cela, c'est que chaque collège qui a cette estampille CCEI, par le biais de sa région, délivre un diplôme qui est mobile. C'est-à-dire que par exemple, l'Institut franco-européen qui est à Ivry-sur-Seine, avant d'être agréé par le ministère de la Santé, même avant que la profession ne soit reconnue par la France, eh bien, il y avait une mobilité avec le Danemark, c'est-à-dire qu'on pouvait expatrier les diplômés au Danemark et ils pouvaient s'installer au Danemark sans aucune difficulté particulière, puisque le Danemark, qui a reconnu la chiro depuis bien longtemps, dans sa loi, donnait comme possibilité de s'installer toute personne ayant gradué d'un collège CCEI, ce qui était le cas de l'IFEC, donc il n'y avait aucune problématique. C'est ce qui a permis en fait cette mobilité assez facile et de reconnaissance des diplômes transfrontaliers. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. J'ai l'impression que dans les missions de ces organisations chiropratiques, il y a toujours la notion de recherche, d'amélioration de la recherche. Alors, tout à fait. La recherche, c'est quelque chose de très important dans la profession. Pourquoi ? Ça sert à votre profession. Exactement. C'est important pour plusieurs choses. D'abord, c'est comprendre ce que l'on fait. Parce que nous faisons un geste technique avec des résultats qui ne sont pas forcément encore bien démontrés. Donc, c'est comprendre ce qui se passe lorsqu'on intervient sur un tissu, qu'il soit osseux ou non, et qu'est-ce qui se passe au moment de l'intervention et quels sont ses effets immédiats et ses effets à moyen long terme. Et aussi, éventuellement, dans certains cas, quels sont ses effets néfastes, délétères. Donc, cette recherche nous permet de comprendre ce que l'on fait. Et lorsqu'on comprend ce que l'on fait, ça permet d'améliorer son geste technique ou de changer son geste technique en fonction des résultats. Et la recherche permet aussi de mieux se positionner dans le monde actuel de la santé, puisque en fait, la recherche chiro, étant axée principalement sur tout ce qui est manipulation vertébrale et correction des problématiques liées aux troubles musculo-squelétales, ça permet de se positionner dans le monde de la santé et de pouvoir démontrer que nous sommes des gens efficaces et sérieux dans la partie de l'éducation, puisque la recherche va impliquer aussi une modification du système d'éducation. Et une chose très importante, c'est que dans cette partie des manipulations, grosso modo, 80% de la recherche émane de la profession chiro. Donc en fait, actuellement, on a beaucoup d'autres professions de santé, telles que la médecine, la kinésithérapie, physiothérapie, l'ostéopathie, ou d'autres thérapies manuelles reconnues dans d'autres pays, comme la naprapathie en Suède, où effectivement, on va utiliser cette recherche chiro pour pouvoir amener les fondements de techniques autres que celles allopathiques. Et ça permet aussi de comparer un petit peu un traitement dit de manipulation standard versus un traitement médicamenteux que l'on connaît, voir un petit peu quels sont les bénéfices-risques des deux en comparaison des deux. Donc la chiro a développé une recherche assez importante, et d'ailleurs dans l'agrément des collèges, il y a une partie obligatoire de recherche. Donc chaque collège est tenu de faire de la recherche qu'elle expose ensuite à des réunions collégiales, et ce qui permet de faire progresser autant la profession que les thérapeutes eux-mêmes. Alors aujourd'hui, quand en France, on reproche à l'ostéopathie de ne pas avoir de validation de ses actes, est-ce que pour vous, le fait que ces validations existent, mais réalisées par des non-ostéopathes, valide de fait les actes des ostéopathes, ou existe-t-il une réelle différence ? Alors, dans la validation scientifique des actes, lorsqu'on parle de manipulation... On parle d'acte. On parle d'un acte dit de manipulation, on ne va pas décrire forcément une
techniques particulières dites de manipulation. Donc on pourrait très bien admettre que ce que la chiro sort comme papier de recherche sur des typologies manipulatives bien précises soit tout à fait adaptable à d'autres thérapies, d'autres professions telles que l'ostéopathie, c'est évident. Maintenant, si on prend une technique très spécifique à la chiro qui n'intéresse que la chiro, ça n'intéressera effectivement que cette spécificité-là. Généralement, la recherche est assez large, c'est déjà comprendre ce qui se passe au niveau neurophysiologie de la manipulation. Et au-delà des missions, donc je suppose que l'AFC a des objectifs à court, moyen terme, des objectifs politiques ou de reconnaissance ou Alors, l'AFC effectivement a des objectifs professionnels assez cadrés. La première chose, c'est de permettre à la profession de se faire reconnaître comme une profession avec une identité qui lui est propre. Donc une homogénéisation complète de la profession sur le discours, sur le visuel, sur la définition qui maintenant de toute façon est réglementaire. Nous avons des actes qui sont codifiés, une activité qui est définie avec une formation qui est là. Donc maintenant l'objectif principal de la profession, c'est de pouvoir faire passer ce message d'identité professionnelle qui est propre à la chiropratique. Ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est toujours en relation avec les organismes d'État à améliorer bien entendu la loi française sur la chiropratique et de faire évoluer cette loi à l'identique de ce que l'on peut avoir dans des pays qui sont bien plus avancés que nous et bien plus novateurs que nous sur ce thème-là, oui. Et pas très loin de chez nous, rappelons que la Suisse a reconnu la chiropratie comme étant une profession médicale. C'est-à-dire qu'en France, vous avez 3 professions médicales qui sont le médecin, le dentiste et la sage-femme. En Suisse, vous en avez 5. Vous avez le dentiste, le médecin. Je ne vais pas vous aider. Non, je sais que ça va finir par le chiropracteur. Alors, le dernier, c'est le chiropracteur. Il y a le vétérinaire et le pharmacien, qui lui est une profession médicale, alors que le pharmacien en France, c'est le livre 2, il a son propre standard. Et que le chiropracteur reçoit un doctorat en chiropraxie à l'université de Zurich. Donc on a une loi suisse qui est pratiquement idéale, à l'identique de ce qu'on peut avoir au Canada ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et quelles sont les relations directes entre l'AFC et les organisations internationales? Est-ce que les organisations internationales ont un pouvoir sur l'AFC? Et est-ce que l'AFC a elle-même un pouvoir, je ne sais pas si le terme est adéquat, sur les écoles en France? Alors, où les entités socioprofessionnelles et d'enseignement sont bien distinctes. L'AFC regroupe que des professionnels en exercice. Donc l'AFC n'a pas un droit de regard direct sur la formation ou sur la recherche que l'on pourrait faire en France. À cet effet, nous avons une association qui gère l'Institut franco-européen de chiropraxie, qui est géré par un conseil d'administration de chiropracteurs, et aucun de ces chiropracteurs n'est membre du conseil d'administration de l'AFC et vice-versa. Donc pour que chaque groupe puisse avoir son indépendance totale. Maintenant, les professionnels peuvent tout à fait demander à l'école à appliquer certaines recommandations au niveau de la formation, libre à l'école ensuite de les appliquer ou pas. On n'a pas d'ascendance sur la formation, et la formation n'a pas d'ascendance sur la pratique professionnelle. Au niveau de l'international, la France n'a aucun pouvoir sur l'international, comme l'international n'a aucun pouvoir sur la France. C'est-à-dire que les instances européennes ou internationales n'ont pas pu nous aider dans la réglementation française, puisque c'est du droit français, elles ne sont pas invitées aux tables rondes, et ainsi de suite. Par contre, effectivement, la France peut être force de proposition sur des domaines tels que l'éthique ou autres, soit à l'Europe, soit au niveau international, comme le font beaucoup de pays, mais ça se passe, on va dire, de façon généralement autour d'une table, et sur des discussions, sur des meetings, sur ce qu'on appelle les brainstorming, dont on a l'habitude maintenant. Si je vous pose cette question, c'est qu'il m'a semblé tout à l'heure que vous disiez qu'il y avait une homogénéité mondiale de la chiropraxie. Je ne sais plus si je dois dire chiropraxie à chaque fois, de la chiropraxie. Et vous disiez que ça permettait le contrôle des écoles parce qu'une école devait obligatoirement être reconnue par cette entité internationale. Mais que se passerait-il si aujourd'hui en France une école obtient l'agrément, parce qu'il y a des conditions d'obtention d'agrément,
Si une école obtient l'agrément, si cette école n'est pas reconnue par cette entité internationale, qu'adviendrait-il des étudiants de cette école? Alors c'est très simple. Effectivement, n'importe quelle école qui ouvrirait sur le territoire national est en droit de demander son agrément au regard des décrets formation chiropratique. Donc si le ministère de la Santé décide que l'école est conforme au texte réglementaire français, elle peut obtenir l'agrément estampillé ministère de la Santé. Maintenant, cette école-là peut très bien obtenir l'agrément français, mais ne pas l'obtenir au niveau de l'international chiro pur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que dans toute la partie hors Europe, donc la mobilité dont vous parliez tout à l'heure, la mobilité hors Europe est compromise. Sauf, à savoir, si la France a des accords particuliers en matière d'échange professionnels, comme c'est le cas avec le Québec, par exemple, où il y a des accords qui ont été signés il y a quelques années de ça. Effectivement, là, c'est différent. Maintenant, à l'intérieur de l'Europe, dès l'instant où la France reconnaît une école et donc délivre le titre à cet effet, la personne qui a reçu ce titre a une mobilité transfrontalière qui est liée à la réglementation de l'Union européenne. Donc si demain un Français qui sort d'une école qui est agréée par le ministère de la Santé, mais pas par la profession chiropratique, part en Angleterre, le diplôme est de facto valable en Angleterre sous réserve qu'il corresponde au texte réglementaire anglais. Donc la personne va faire sa demande de validation de son diplôme au General Council of Chiropractic en Angleterre, qui lui est seul juge pour déterminer si la personne peut obtenir le titre en Angleterre. Et là, la profession n'a plus son mot à dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mobilité générale interne à la profession sera valable partout dans le monde, si vous sortez d'un collège accrédité par la profession, mais elle sera restrictive à l'Europe si vous n'avez pas cette recommandation-là, parce qu'en fait, en Europe, comme la France a reconnu la chiro, alors la mobilité est possible dans des pays où la chiro est aussi réglementée. D'accord, donc l'évolution de cette mobilité peut se faire avec le temps, avec des accords. Tout à fait. Donc c'est en fait une autre partie importante, c'est le décret de formation en France, qui va permettre la mobilité pour la comparaison avec d'autres pays. Alors le décret de formation n'a d'intérêt en France que pour la mobilité en Europe ou dans les pays où il y a des accords de mobilité entre la France et un pays étranger. Mais pour prendre un exemple, si vous voulez aller vous installer au Danemark, vous prenez une école qui n'est pas agréée CCEI, eh bien, il y aura une difficulté quand même sur le Danemark, pour la simple et unique raison que la loi danoise demande à ce que l'école soit agréée CCEI. Donc là, c'est différent, parce que c'est inclus dans la loi. En Suisse, par exemple, la DFI suisse sur les collèges reconnus, elle est listée. Tous les collèges internationaux CCEI ne sont pas listés en Suisse. C'est-à-dire que la Suisse a dit, nous, on ne prend que certains collèges. L'IFEC est reconnu comme une institution de haut niveau universitaire pour accéder au titre de docteur en chiropraxie en Suisse. Maintenant, si un collège arrive, il ne sera pas listé. Donc, il y aura de toute façon une problématique. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas un contrôle formel et complet, mais c'est quand même un bon organe de régulation. C'est un très bel organe de régulation et surtout, c'est un organe qui permet de toute façon d'avoir quelque chose d'homogène au niveau de la formation. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette problématique qu'on peut voir, par exemple, dans le monde de l'ostéopathie, où on a des écoles qui sont complètement disparates. Et d'ailleurs, le rapport de l'IGAS ou de l'INSERM en a fait un petit peu son gagne-pain, si je puis dire comme ça, où il y a une critique réelle sur cette problématique franco-française de l'ostéopathie qu'on ne retrouve pas dans la chiro. Donc oui, la formation unique et standardisée, c'est très important et je pense que ça amène une belle plus-value à la profession. Le rapport de l'IGAS pour l'ostéopathie, je pense qu'on peut s'en féliciter. Aujourd'hui, c'est le cahier des charges de la DGOS pour écrire les décrets relatifs à la formation de l'ostéopathie. Alors effectivement, si le ministère de la Santé utilise le rapport de l'IGAS pour corriger effectivement ces remarques peu élogieuses sur la profession ostéopathe, c'est quelque chose de formidable pour la profession ostéopathique, je crois. C'est clair. Et à mon avis, il faut que ça aille dans ce sens-là. Et vous êtes satisfait aujourd'hui des décrets relatifs à la formation du métier de chiropracteur, bien sûr? Oui. Alors, en ce qui concerne les décrets de formation, nous ne sommes pas satisfaits complètement, étant donné que la formation qui nous a été allouée est en deçà des standards internationaux de notre profession. C'est-à-dire que l'État français nous a concédé 3500 et quelques heures de cours, donc ce qui fait un petit 4 années de cursus, alors que les standards académiques requis par la profession sont plus proches des 5000 heures et des 5 à 6 années
que des 3005. Donc effectivement, il y a encore du travail à faire pour améliorer ce décret formation. D'accord. Donc il y a encore de quoi se battre un petit peu. Donc aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, ce décret de formation a été annulé. Oui. Est-ce que la motivation qui l'a annulé est, à votre sens, correcte? Est-ce un vrai problème? Est-ce que cette annulation va durer Alors, l'annulation, elle est normale. Sur un point. C'est-à-dire que le Conseil d'État a annulé le décret formation sur une des requêtes des différents conseils d'ordre qui ont déposé cette requête, c'est-à-dire que l'administration avait oublié de demander l'avis de la HAS. Donc, problème technique. Et c'est le seul motif qui a été invoqué par le Conseil d'État pour accepter l'annulation. Les autres motifs invoqués par le Conseil d'ordre des médecins ou des kinésithérapeutes ou autres ont été rejetés par le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État confirme bien en fait les écritures tant des décrets d'actes de formation que nous avons obtenus. Donc le décret a été annulé, le ministère en a pris acte, le ministère a fait un copier-coller du décret formation actuel qu'il fait repasser par le biais habituel en n'oubliant pas, cette fois-ci, de demander l'avis de la HAS. Et nous espérons avoir une publication avant la fin de l'année, et ce sera exactement le même décret. Donc ça ne fait simplement qu'une problématique administrative. C'est logique, parce qu'il y a eu une faute administrative. Donc là-dessus, oui, c'est normal. Mais c'est stupide, parce que de toute façon, ce sont les mêmes qui vont être publiés d'ici quelques mois. Vous l'avez aujourd'hui, cette accréditation de la Haute Autorité de Santé? Alors je ne sais pas, c'est actuellement soumis, je ne sais pas où en est le ministère, mais il nous a laissé penser que normalement les textes devraient sortir rapidement, au plus vite, pour éviter ce petit trou temporel stupide. Oui, de votre progression logique, ça va. Voilà, ça ne va pas nous empêcher de continuer quoi que ce soit. Pour finir cette interview, j'aimerais avoir votre avis, votre opinion sur, et c'est une question qu'on nous pose souvent en tant que praticien et que nos étudiants aussi, je suppose, relatifs en chiropraxie ou en ostéopathie nous posent, quelle est la différence entre la chiropraxie et l'ostéopathie? Alors ça, c'est une question qui est piège qui est très difficile à répondre. En fonction du public auquel vous vous adressez, en plus, la réponse doit être souvent différente. Elle peut être différente ou au moins amenée différemment. Alors, on peut remonter aux origines, au tout début de l'ostéopathie, puisque l'ostéopathie est née à peu près 20 ans avant la chiropraxie. L'ostéopathie avait comme règle de base, c'était la théorie de l'artère. Donc, on ne parlait pas encore de vertèbre. Palmer est venu une vingtaine d'années après en ajustant, en utilisant les épineuses, donc directement sur les vertèbres. Et puis, Palmer est parti sur le système nerveux et la relation avec la colonne vertébrale, et Steele était plutôt sur l'influence de l'artère sur le système général, quel qu'il soit, tissulaire en ostéopathie. Donc ça, les fondements étaient un petit peu différents. Après, les deux hommes avaient un parcours un peu particulier tous les deux, puisqu'ils étaient autant qu'on appelle ça, des preachers au niveau des États-Unis. Palmer a été magnétiseur, Steele était ce qu'on appelle un Indian doctor, donc pas un medical doctor, mais un Indian doctor, c'est-à-dire qu'il soignait les Indiens. Son père était protestant et il se retrouvait comme ça. Les deux hommes se sont rencontrés à des congrès, des grandes réunions de prédication, donc ils ont pu échanger. Steele n'est jamais allé en école de chiro et Palmer n'a jamais mis non plus les pieds à Kirchville, comme certains aiment à le dire. Et ils ont évolué chacun de leur côté. On est des spécimens, vous et moi, à discuter sur le même canapé, c'est ça? Tout à fait. Et ils ont chacun mené leur petit bonhomme. Et après, il y a eu des croisements, puisque vous prenez par exemple de Jarnette, qui a commencé par être ostéopathe, qui a fait chiro après. Donc il a amené certainement dans sa technique, le sacro-occipitale technique, une partie liée à l'ostéopathie, au crânien ostéopathie, certainement. Même si on a un certain Cotton qui avait écrit bien avant Sutherland les premiers écrits sur la craniothérapie en chiro, il y a eu des chemins croisés à un moment donné entre des gens qui ont fait ostéo et chiro à ce niveau-là. Alors après, la différence, elle est aussi sur le fait, dans le contexte américain, où les ostéopathes ont accepté une loi des grands-pères qui leur a permis de devenir des médecins, des docteurs en médecine. Les chiros ont refusé pour garder une certaine identité qui leur était propre. Ça leur a coûté de la prison, mais ils ont gardé leur système.
Et puis après, effectivement, la science évoluant, la mobilité des personnes, le droit de recevoir une formation et la science n'étant pas quelque chose qui est privé du domaine public, il y a certainement des différences qui se sont estompées. Alors après, les différences, elles vont être quoi? Elles vont être sur la philosophie, sur la façon de voir l'entité du corps, comment on l'approche, par où on passe, quel est le système incriminé. Mais je dirais que moi, la grande différence, elle est surtout dans le domaine de la recherche, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, et dans le domaine de l'éducation. Ça, ce sont des différences fondamentales. On a toujours été très droit dans ces deux domaines-là, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas dans le monde de l'ostéopathie. Vous avez encore des progrès à faire à ce niveau-là. Et vous êtes une profession qui est très hétérogène, donc il faut... Nous, on a aussi une certaine hétérogénéité qui est là, mais qui est beaucoup plus resserrée. Donc la différence, elle est surtout là. Après, au niveau des techniques, j'ai envie de vous dire, j'en sais fichtrement rien, puisque je ne suis pas ostéopathe. Donc je ne les ai pas étudiées. J'en connais quelques-unes que j'ai pu appréhender dans la diversité des séminaires que j'ai pu prendre. Mais après, je pense que c'est conceptuel et puis c'est plus historique qu'autre chose. Oui, donc pour revenir sur la partie éducation et recherche scientifique, je suis assez d'accord avec vous. Là, il y a une vraie différenciation qui s'est faite dans les deux professions, même si, comme on le disait tout à l'heure, et comme vous le disiez aussi, la recherche est quelque chose de public. Et une partie de la recherche faite en chiropraxie peut aujourd'hui s'appliquer à l'ostéopathie. Tout à fait, oui. D'autant plus qu'il est difficile de définir que des actes sont chiropratiques ou ostéopathiques autrement que réglementairement, c'est ça que je veux dire. Même s'il y a des définitions réglementaires différentes des actes, et des actes qui semblent le monopole de certaines pratiques, aujourd'hui, dans les faits, une manipulation, c'est une manipulation. Alors, il y a effectivement la partie purement réglementaire qui définit bien les actes autorisés à l'ostéopathe ou au chiropracteur, qui sont des actes différents de par la loi. Ensuite, effectivement, d'un point de vue technique, le chiro reste quand même quelqu'un qui aime bien utiliser du matériel connexe. Alors que l'ostéopathe reste vraiment strictement manuel. Nous utilisons du matériel, on va dire, instrumental pour traiter les gens. Et on a aussi peut-être, je dirais, en différenciation, des techniques tissulaires invasives qui sont peut-être un petit peu plus dans notre champ d'application actuel parce qu'on a évolué aussi sur ces techniques-là. Si on prend du Graston, de Active Release Technique, des choses comme ça, ou les fameuses jeux sur la tenségrité ou autres, effectivement, ça peut être là aussi la différence. Après, je ne sais pas, moi, au niveau éducatif, quel est l'enseignement précis en ostéopathie en termes de technicité. Je crois que vous avez fait un communiqué au mois de septembre, justement, pour alerter les ostéopathes sur une dérive de pratique qui pourrait être une pratique réservée à la chiropratie. Alors effectivement, l'enseignement est libre, donc tout à chacun est libre d'enseigner ce qu'il veut, tout à chacun est libre d'apprendre ce qu'il veut, mais il y a les textes réglementaires qui sont là. Effectivement, ce qu'on appelle les manipulations dites instrumentales sont réservées pour le moment aux seuls chiropracteurs, et bien entendu aux médecins, puisque par essence, ils ont toute la technicité qui leur est allouée. Mais les ostéopathes qui iraient apprendre ce type de séminaire, ce qui est tout à fait, ce qui ne me gêne pas en soi, puisque c'est toujours intéressant de s'ouvrir à d'autres techniques et d'apprendre d'autres choses, risque pourrait être mis en cause éventuellement lors d'une faute professionnelle sur le fait qu'ils n'avaient pas à utiliser ce type de matériel parce que ce n'est pas réglementaire. Donc là, on est sur des différences qui sont très réglementaires et textuelles. Et qui peut finir par des différences au pénal. Au pénal de toute façon, et même dans la prise en responsabilité de l'assureur. C'est là où il faut faire très attention. Pour finir, j'aimerais vous faire une remarque, parce que j'ai lu quelque chose sur le site de l'AFC qui, moi, m'a gêné, mais parce que ça me gêne au sein de l'ostéopathie. Je ne pensais pas le trouver en chiropraxie. Moi, je suis fondamentalement contre la notion de dysfonction ostéopathique uniquement parce qu'elle présuppose la maladie, c'est-à-dire qu'une personne peut être porteur de cette dysfonction sans être malade, et le pas peut être vite franchi de définir en tant qu'ostéopathe un malade qui en fait ne l'est pas. Et sur le site de l'AFC, j'ai lu tout à l'heure que vous preniez en charge des maladies réelles ou supposées. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous entendez par là dans la définition de la chiropratique, qui est une définition qui me gêne, mais qui me gêne autant chez l'ostéopathie, si vous voulez.
Alors, dans la pratique, le chiropracteur est un spécialiste des troubles musculo-squelettaux. Et dans les troubles musculo-squelettaux, vous avez des pathologies qui sont bien définies. Le canal carpien est une pathologie. L'hernie discale est une pathologie. Donc, elle est bien réelle et le chiro prend bien en charge ce type de pathologie. Alors après, le ou supposé, c'est qu'on peut laisser supposer qu'il y a une pathologie sous-jacente de type musculo-squelettal qui peut être prise en charge par chiro et non pas des pathologies graves pour lesquelles le chiro n'a aucune indication, ou la chiropraxie n'a aucune indication thérapeutique. Le chiropracteur ne sait pas soigner un cancer. Le chiropracteur ne sait pas soigner l'angine. Le chiropracteur ne soigne pas l'asthme. Par contre, il est à noter que dans certains cas, nous constatons qu'il y a une amélioration de l'asthme par la prise en charge chiro, mais qui n'est pas encore démontrée d'un point de vue scientifique. Mais la maladie n'est pas supposée, elle est réelle. Alors la maladie est réelle, mais je ne prends pas... en tant que chiropracteur, je ne soigne pas l'asthme. Je ne soigne pas la maladie asthme. Par contre, j'ai remarqué, dans ma patientèle, ou dans la patientèle chiro, que lorsqu'on prend en charge des gens qui ont de l'asthme, eh bien, quelquefois, ils n'ont plus besoin de ventoline, ils respirent mieux, ils n'ont plus les râles liés à l'asthme, et on peut présupposer que la maladie n'était que supposée, non pas réelle. D'accord. Donc cette notion de maladie supposée est une notion différente de la dysfonction ostéopathique, qui est un problème qui va avec le temps déclencher la maladie. Tout à fait. Alors, il y a le concept, on va dire, de base et historique du chiro, où on parle de la subluxation, un terme qu'on a tendance un petit peu à oublier, puisqu'il est difficile de démontrer une subluxation au niveau de l'imagerie, par exemple, c'est quasiment impossible. Mais dans l'historique de la chiro, la subluxation, c'était ce qui allait amener à un moment donné un mauvais fonctionnement du système nerveux et donc une détérioration à distance par le système, ce qu'on appelle somatoviscéral, des problématiques sur des organes, sur des fonctions. Donc, Palmer disait, si vous n'avez pas de subluxation dans votre corps, vous êtes en bonne santé, vous ne ferez pas de maladie. On a dépassé un petit peu ce côté historique où, effectivement, on sait pertinemment qu'une articulation qui bouge mal, elle va s'arthroser. On sait aussi que chaque organe, chaque tissu est innervé par un nerf qui provient de toute façon du système nerveux central. Le système nerveux central, il repasse par la colonne et on sait pertinemment qu'une pression simple, un stylet mis sur un nerf, on va avoir au niveau électrophysiologique une réponse délétère au bout. Donc, on sait pertinemment qu'en levant ces dysfonctionnements articulaires, on va avoir une incidence sur des pathologies réelles, telles que l'hernie discale, telles que le canal carpien, ça c'est démontré, ou cervicalgie commune, chronique. Mais on peut en avoir aussi sur des supposés, puisque des gens sont catalogués comme asthmatiques, alors qu'avec un traitement chiro, comme un traitement ostéopathique, vous devez certainement avoir pu le constater, on va avoir une amélioration, voire une disparition de cette forme de maladie qui était-elle réelle et l'a-t-on soignée, je ne sais pas. Était-elle pas réelle et simplement supposée, peut-être, je ne sais pas. Mais je crois que la recherche aujourd'hui est capable de nous dire que nos actes ont un mode d'action qui va agir sur certains tableaux cliniques, parce qu'on ne va pas dire autre chose. Mais l'ostéopathie, en tout cas, n'a jamais réussi à faire le lien entre ce qu'elle appelle la dysfonction et l'apparition de la maladie. Et surtout le lien entre le mode d'action de l'acte, la dysfonction et la disparition de la maladie. Alors, si on reprend l'histoire de la chiro, elle est née en fait d'un ajustement vertébral sur une personne qui était tombée sourde après l'accident. C'était un travailleur qui s'est fait renverser par une charrette à cheval et il avait entendu un crack dans son dos et le lendemain il était devenu sourd. Il raconte ça à Palmer, Palmer voit une bosse sur son dos, il appuie dessus, ça fait crack et le lendemain il retrouve l'ouïe. Donc on a bien eu une action sur quelque chose qui avait induit une maladie, la surdité. Donc on avait bien un dysfonctionnement qui a impliqué une maladie, qu'on appelle la surdité. Je fais ça, c'est très raccourci, mais c'est comme ça qu'est née la chiro. C'est comme ça qu'est née la chiro. Donc on sait pertinemment que, oui, une problématique de dos peut induire, peut-être, éventuellement, certainement, certains types de phénomènes pathogènes. Maintenant, en faire une généralité, c'est un raccourci un peu rapide. Merci Philippe Fleuriot. Je vous en prie.